Le parachutiste américain versus le britannique versus l'allemand. La Seconde Guerre mondiale était connue pour ses tactiques innovantes. Peut-être la plus emblématique étant celle des parachutistes, des hommes qui sautaient d'avions profondément derrière les lignes ennemies pour perturber les communications, capturer des objectifs stratégiques et semer le chaos dans les zones arrières de l'ennemi. Comme les forces aéroportées étaient une nouvelle branche de service expérimental sans tradition de longue date, chaque nation qui les a déployées a développé des doctrines et des pratiques à partir de rien. Les parachutistes de toute nation étaient des fantassins légers, des troupes rapides pouvant frapper de manière inattendue, misant sur la mobilité et la surprise plutôt que sur la puissance de feu brut. Malgré les différences d'armes, de doctrine ou d'uniforme, il y avait encore une chose que tous les parachutistes partageaient. Et c'était un esprit de corps, un statut d'élite qui les séparait des autres soldats. Ces hommes se sont portés volontaires pour sauter d'un avion bien derrière les lignes ennemies, sans ravitaillement, sans soutien et sans possibilité de retraite. Qu'ils soient britanniques, américains ou allemands, un parachutiste représentait l'élite. Des hommes qui étaient plus courageux, plus audacieux et plus compétents que tout autre soldat. La formation des parachutistes, plus ardue que celle de l'infanterie classique, a nourri un sentiment d'élitisme. Selon les 10 commandements des Fallschirmjäger, ou des parachutistes allemands, le premier commandement dit « Vous êtes l'élite de la Wehrmacht. Pour vous, le combat sera l'accomplissement. Vous devez le rechercher et vous entraîner à résister à n'importe quel test. » Fin de citation. Faisant écho à ce sentiment, le sergent-chef Robert Rader du 506e régiment d'infanterie parachutiste de la première division aéroportée a dit, je cite, « Le désir d'être meilleur que l'autre a pris le dessus. » Fin de citation. Contre-intuitivement, même si leur mission était les plus dangereuse, ils se sentaient plus en sécurité en sachant que l'homme à côté de lui n'était pas un conscrit désespéré, mais un guerrier hautement formé et motivé, qui était plus capable de se débrouiller seul. Bien qu'ils partageaient tout ce trait commun, il y avait des différences entre les parachutistes allemands, britanniques et américains. Avant qu'un parachutiste puisse combattre, il devait atteindre la zone de largage et atterrir en toute sécurité. Les parachutistes allemands, britanniques et américains utilisaient tous des parachutes fonctionnant à partir d'une ligne statique. Lorsque le parachutiste quittait l'avion, une ligne était connectée entre le parachutiste et l'avion, qui devenait alors tendu en raison du poids du parachutiste, déployant automatiquement le parachute. À aucun moment un parachutiste ne serait en chute libre. Les parachutes seraient circulaires, avec une maniabilité réduite. Cela a été fait délibérément pour empêcher les parachutistes de se disperser, et espérons-le, pour atterrir en un groupe cohérent. Il y avait cependant quelques différences. Le harnais du Fallschirmjäger allemand était attaché en un seul point au centre du dos, comparé au harnais britannique et américain, qui était connecté au parachute avec 2 points à l'épaule. Cela signifiait que le parachutiste allemand sortirait de l'avion, généralement un Junkers Ju-52, la tête la première, et atterrirait finalement sur ses mains et ses pieds, ou plus précisément, ses genoux, dans une roulade avant. À cause de cela, les genouillères en cuir ou en toile épaisse faisaient partie de l'équipement standard du Fallschirmjäger. La méthode allemande permettait aux parachutistes de sauter à des altitudes plus basses, réduisant ainsi leur temps passé dans la position vulnérable de flotter jusqu'au sol, comparé aux alliés. L'inconvénient de cette méthode de descente et d'atterrissage subséquent était que le parachutiste allemand ne pouvait porter aucune arme pendant sa chute, à l'exception d'un pistolet, d'un couteau à gravité et de quelques grenades. Cela est principalement dû à l'atterrissage, qui nécessitait que le parachutiste effectue une roulade, et quelque chose comme un grand fusil pourrait s'emmêler dans les lignes du parachute ou causer des blessures. Des armes plus substantielles comme les fusils et les mitraillettes, ainsi que d'autres fournitures, seraient larguées séparément dans des conteneurs spéciaux. Les premières versions du harnais des Fallschirmjäger prenaient plus d'1 minute à détacher, les rendant vulnérables pendant ce temps. Suite à une opération aéroportée catastrophique en Crète, le système de harnais fut modifié pour être retiré en moins de 10 secondes. De plus, en raison du seul élévateur, ils avaient encore moins de capacité à diriger que leurs homologues alliés. En comparaison, les Américains et les Britanniques sortiraient de leur avion, généralement un Douglas C-47 Skytrain, ou un bombardier Whitley converti, pieds en premier, et atterriraient de la même manière sur le sol. Cependant, des différences subsistaient entre l'équipement américain et britannique. Les Britanniques utilisèrent le parachute de type X doté d'un système à double sac. Le premier sac se déployait, libérant le gréement, puis un autre sac contenant la voile qui était attachée à la ligne statique. C'était un système beaucoup plus fiable et moins brutal que le parachute T-7 à sac unique utilisé par les Américains.
De plus, le harnais de type Dix était équipé d'un dégagement rapide que le T-7 n'avait pas, permettant aux parachutistes britanniques de se détacher du parachute beaucoup plus rapidement que leurs alliés américains. Contrairement à leurs homologues allemands, les parachutistes américains et britanniques étaient capables comme pompiers de descendre avec des fusils et des mitraillettes sur eux, leur permettant de combattre dès qu'ils touchaient le sol. L'inconvénient de cette configuration était qu'ils devaient sauter d'une altitude plus élevée, les rendant plus vulnérables et donnant à l'ennemi plus de temps pour se préparer, leur faisant perdre l'élément de surprise. De plus, malgré leur position d'atterrissage avantageuse et leur harnais à libération rapide, de nombreux parachutistes se noyaient après avoir atterri dans des lacs, des marais ou des zones inondées, incapables de se détacher et emmêlés dans leurs parachutes. Pour se protéger, les parachutistes portèrent des casques en acier, qui pouvaient différer de ceux de l'infanterie conventionnelle en raison de leur mission spécifique. Les parachutistes allemands et britanniques recevèrent des casques spécialisés. Les casques Stahlhelm et Brody de série, qui avaient des bords évasés distinctifs et des rebords proéminents, n'étaient pas adaptés aux opérations aéroportées, car ils créaient trop de traînées. Les parachutistes britanniques et allemands se voyaient attribuer des casques sans rebord, qui étaient en plus aérodynamiques, et peut-être la caractéristique d'identification la plus évidente d'un parachutiste par rapport à un fantassin standard. Les casques allemands étaient si distinctifs par rapport au Stahlhelm standard, que lorsqu'ils étaient repérés par les Alliés, ils savaient qu'ils combattaient un groupe d'élite des Fallschirmjäger plutôt que la Wehrmacht régulière. Les Américains utilisaient le casque M2 ou le M1C qui était aussi basé sur le casque M1 de dotation standard. Comme c'était déjà un casque sans rebord, la différence la plus évidente était un revêtement plus épais et une jugulaire en Ikabari à 4 points qui empêchait le casque de s'envoler pendant un saut. La structure de base du casque, cependant, est très similaire et très difficile à différencier d'un M1 standard. Un équipement qui était universel pour tous les parachutistes était des bottes de saut spéciales. Bien que le design exact variait d'une nation à l'autre, elles étaient toutes de longueur de mollet, beaucoup plus longue qu'une botte standard d'infanterie. Cela s'était fait pour soutenir la cheville, prévenir les blessures après l'impact d'un saut, et le processus de blousing ou de rentrage du pantalon dans les bottes pour l'empêcher de s'agiter pendant un saut est devenu un symbole d'être qualifié pour le saut. Même aujourd'hui, les soldats américains qui sont qualifiés pour le parachute se réfèrent aux soldats non qualifiés comme des jambes, qui est l'abréviation de jambe droite, ou ceux qui ne sont pas qualifiés pour le saut. Comme les parachutistes sont essentiellement de l'infanterie légère, ils portaient les mêmes armes que l'infanterie régulière de leur nation, comme les Allemands utilisant le Mauser 98K et le MP40. Les parachutistes britanniques utilisaient le Lee Enfield et le pistolet Sten, bien que la première division aéroportée ait eu un premier accès à la soi-disant carabine de jungle, le fusil Lee Enfield numéro 5 Mark I, une version raccourcie du Lee Enfield numéro 4. Et les parachutistes s'avèrent à leur propre version du Sten, le Mark V qui avait une crosse en bois, un Enfield numéro 4 avec viseur et support de baïonnette. Les troupes aéroportées américaines utilisaient le Mun Garand et la carabine Mun, y compris le M1 A1, une carabine M1 avec une crosse pliante spécialement conçue pour les parachutistes, ainsi que les mitraillettes Thompson et M3. Les parachutistes utiliseraient aussi des armes anti-chars, des mortiers et des mitrailleuses. Malgré l'utilisation d'armes similaires à l'infanterie régulière, il existait une exception notable à cette règle. Les Fallschirmjäger allemands, dont les expériences ont conduit à la création d'une arme spécialisée, le Fallschirmjägergewehr 42 ou fusil de parachutiste 42. L'idée derrière le FG-42 était de combiner la puissance de feu d'une mitrailleuse dans une arme qui pesait à peu près le même poids qu'un fusil. Il était chambré en 7.92 par 57 mm et pouvait tirer en mode automatique avec un taux de tir entre 750 et 900 tours par minute, selon la variante à partir d'un chargeur amovible de 10 ou 20 tours montés sur le côté. Le FG-42 était destiné à être une arme universelle, une arme qui donnait la puissance de feu d'une mitrailleuse entre les mains d'un fusilier. Il n'a été produit qu'en nombre limité, car le mécanisme était complexe, rendant la fabrication difficile. Il avait une montée du canon prodigieuse, le rendant imprécis. Néanmoins, les leçons tirées de son déploiement limité ont conduit à la création de fusils d'assaut modernes. Après la fin de la guerre, les nations ont continué à utiliser des parachutistes, bien qu'après l'avènement du transport par hélicoptère fiable, l'idée de dériver vers le sol, suspendu sous une voile de soie, est devenue démodée. Cependant, leurs exploits sont encore étudiés par l'infanterie, les forces spéciales et d'autres unités d'élite. Peu importe la nation pour laquelle ils se sont battus, ils représentaient l'élite de l'infanterie et resteront un symbole emblématique d'une époque très spécifique de l'histoire militaire.